Et on poursuit donc cette conversation avec Richard Viot-Koster, CEO et cofondateur de S-Next, Franck Journeau, délégué à la stratégie e-commerce et logistique urbaine de BT Immo Group, groupe d'investissement immobilier notamment dans la logistique. Bonjour. Bonjour. Et Grégoire Coudrine, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur supply chain du groupe Manutan et partenaire de cette émission. Grégoire, moi je me tourne vers vous. Directeur supply chain, quand on vient d'entendre ce que vient de dire Richard Viot-Koster, c'est celui qui gère tous les problèmes ? Là, en ce moment, on est service. Je ne vous cache pas qu'en ce moment, c'est quand même des moments très importants. Mais à la fois, on montre aussi toute l'importance de la supply chain et qui, parfois, est une fonction dans l'entreprise qui n'est pas toujours mise en avant. Donc, en ce moment, l'importance est là, on s'en aperçoit, mais il y a aussi beaucoup de problèmes à régler, vous avez raison. Alors, justement, c'est une filière qui, parfois, est sous-estimée. Vous avez cette impression-là aussi, Franck Journeau ? Une filière qui est méconnue et dont on a fait connaissance, je dirais presque malheureusement. Par la force des choses, en fait. Par la force des choses, ouais. Mais c'était un peu la salle des machines. Aujourd'hui, la crise qu'on vient de traverser a redonné un peu ses galons à ce qu'est la supply chain, la logistique dans son ensemble, parce qu'on a vécu des moments où la logistique a été mise en avant. Oui, c'est ça. On a beaucoup parlé, Richard Viot-Koster, de l'explosion du e-commerce. Qu'est-ce que ça change, cette explosion du e-commerce, en matière de gestion des stocks, par exemple ? Ça change l'aspect notamment concurrentiel. Quand on est en e-commerce, on est en concurrence beaucoup plus facilement avec tout le monde. On accède à beaucoup plus d'acteurs. Ouais. Quand on est dans la rue, on ne peut pas faire toutes les vitrines dans la même journée. C'est sûr. Donc la différence se fait moins sur les produits, moins sur les prix. Tout le monde est obligé de s'aligner. Mais sur l'offre, il faut avoir une offre très large pour continuer à capter le client, parce que le client ne va pas... s'il a un acteur qui propose tout, il va aller chez lui. Il ne va pas aller chez les autres. Et donc, en termes de gestion des stocks, ça complique un petit peu l'affaire, parce que la complexité augmente très fortement avec le nombre d'articles que l'on gère. Donc, je crois que essentiellement, c'est ça ce que ça modifie. Grégoire, vous pourrez peut-être... infirmer ou aller dans mon sens. Non, mais je vous confirme que chez Manutan, en tout cas, on a plus de 600 000 références en stock. On ne sait même plus très bien parfois combien on en a. Alors en stock, plutôt sur le web, en stock beaucoup moins, mais néanmoins, la problématique de la gestion de stock, notre capacité de stock, de nos endroits où on va mettre nos entrepôts pour distribuer nos produits, est véritablement au cœur de notre actualité et au cœur de nos problèmes aujourd'hui. Oui. Oui, mais justement, vous qui êtes dans l'immobilier, Franck Journeau, les entrepôts, c'est facile aujourd'hui de trouver du foncier parce que, bon, tout le monde veut bien avoir plein de services et être livré rapidement, mais quand il est question d'avoir des entrepôts à côté de chez soi, des fois ça coince. Alors, les entrepôts, heureusement, dans la majeure partie des cas, ne sont pas à côté de chez soi. Heureusement. Pour des questions de coût, tout simplement. Ouais. Il faut être à distance des villes, parce que l'immobilier, c'est comme l'immobilier pour les particuliers, coûte très cher. Et un entrepôt digne de ce nom est à 100, 200 ou 300 km des centres-villes, dans le cadre d'une logistique traditionnelle. Traditionnelle, on entend B2B. Pour l'e-commerce, c'est la même chose. Dans un besoin dit standard, aujourd'hui, c'est-à-dire un entrepôt qui puisse réunir les dizaines de milliers, voire centaines de milliers de références et d'articles dont on a besoin pour vendre, parce que c'est très clair, seuls les sites qui ont beaucoup de références disponibles à la vente vendent aujourd'hui et réussissent. Je ne vais pas citer l'exemple du géant américain, mais c'est comme ça qu'il a réussi. On l'a tous en tête. Tout à fait, la plus grande bibliothèque du monde, c'était ça au départ. Et fait que il faut de la place, il faut de l'espace, il faut pouvoir gérer aussi des flux de véhicules pour approvisionner ces sites, d'autres véhicules transporteurs pour assurer la distribution. Et donc, on a tendance à s'éloigner des villes. Ça, c'est dans le contexte, je dirais, de départ. Aujourd'hui, vous avez un nouveau phénomène qu'on appelle dit de logistique urbaine. C'est le dernier kilomètre, quoi. Le dernier kilomètre et aussi le stock à proximité des villes. Parce que le dernier kilomètre, il a toujours été réalisé par les transporteurs. C'est ce qu'on appelle la livraison, tout simplement. Mais aujourd'hui, les stocks ont tendance à se rapprocher des villes. Pourquoi ? Parce que depuis quelques années, on a une course effrénée face au délai de livraison. Il y a quelques années, il y a 5-6 ans, on avait tous accepté d'être livrés en 2 jours. C'était le standard de la Poste, J+2. Aujourd'hui, et puis grâce aussi encore à cet acteur américain qui a lancé, qui a standardisé le J+1, le J+2 est devenu un peu ringard. Et aujourd'hui, on s'approche d'un autre standard, poussé par le quick commerce notamment, et drainé par le e-commerce de l'alimentaire principalement, qui est une livraison dans la journée. Vous l'avez vu, c'est en 15 minutes, 30 minutes, 1 heure. Et ces phénomènes ne sont pas... ils sont faits pour durer. Ce n'est pas feu de paille, ce n'est pas un phénomène de feu de paille. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'acteurs qui se dirigent vers ce type de promesse client, d'une livraison dans la journée, voire dans la journée et dans l'heure. Et donc, il faut rapprocher les stocks des clients et donc développer des entrepôts plus petits, dans les centres-villes ou en périphérie des villes et pouvoir continuer à assurer cette mission. Grégoire, ils attendent quoi en matière de délai de livraison, vos clients ?
D'abord, ils attendent qu'on tienne notre promesse. C'est la Livré première- déjà. Voilà. Livré, mais livré au moment où on leur a dit qu'on allait livrer. C'est-à-dire que nos clients sur le web passent une commande. Si on leur dit qu'ils seront livrés après-demain, c'est après-demain. C'est pas demain, c'est pas dans 3 jours, c'est après-demain. Donc le premier sujet, c'est de tenir notre promesse. Puis effectivement, comme vous l'expliquez tout à l'heure, si toute la concurrence livre en 24 heures et nous en 3 jours, ça marche pas. Enfin, ça marche pas. Même si on tient notre promesse, Vous à allez un perdre moment, ça marche mécaniquement plus. des Voilà. parts de marché. Ouais. Exactement. Donc finalement, il faut aussi qu'on puisse livrer le plus vite possible. Mais le premier sujet, c'est de tenir notre promesse véritablement. Et partout sur tous nos marchés en Europe, hein, en France bien sûr, dans d'autres marchés en Angleterre par exemple, c'est encore plus vrai. Mais véritablement, c'est vraiment le sujet primordial. Comment on connecte les stocks pour pouvoir s'y retrouver quand on a, comme Grégoire, 600 000 références Richard Viet-Coster? Comment on fait pour s'y retrouver? Alors, il y a 2 choses. Il y a, je pense que vous êtes très bien équipé pour tout ce qui est exécution. Vous avez certainement un ERP qui fonctionne bien et qui gère tout ça très bien. Ce qui est plus compliqué, c'est sur la planification, sur en amont. Quels sont les articles parmi les 600 000 que je décide de stocker? Ça, c'est un petit peu plus compliqué. Quelle est la prévision de la demande sur chacun de ces 600 000 articles? Et plus dur que ça, quelle est l'incertitude sur la prévision de la demande? Ça, c'est compliqué. Et donc, c'est là où la technologie apporte des choses intéressantes, toujours en combinaison avec le cerveau humain qui reste quand même la meilleure des machines. Hein. Donc bien articuler les deux, c'est ça qui est, je pense, qui fait un peu la beauté de notre métier et qui fait qu'on aime ça. Voilà, donc là, il y a besoin d'outils pour s'en sortir. Quand on a 600 000 références, il faut être aidé. Et voilà, c'est là que les outils technologiques. Voilà, et donc ça demande un petit peu de travail de conception pour trouver des outils bien foutus pour répondre à ça. Et qui correspondent aux besoins de l'entreprise en question, parce qu'il y a plein d'outils sur le marché et on est tous très différents, une entreprise par rapport à l'autre. Donc il faut vraiment choisir ce qui correspond à nos besoins propres. Et là, il y a déjà un sujet en général dans les entreprises. Franck Journeau, j'ai l'impression que l'idée, c'est que quand même, aussi complexe que tout ça soit, il ne faut surtout pas que le client final le voit. Alors, il y a 2 choses. Ça ne regarde pas le client, tout ça. Ouais. Lui, le client, c'est un client comme vous êtes, comme nous sommes, qui a envie d'acheter. Il a le choix entre les magasins, avec une disponibilité peut-être immédiate, enfin en tout cas la possibilité peut-être de trouver ce qu'il veut tout de suite, et on va dire le e-commerce, où il doit choisir parmi un nombre d'articles très important, et une fois qu'il a réglé, il rentre dans un tunnel un peu anxiogène de dire à quel moment je vais recevoir la commande. Et c'est à nous tous, qu'on soit prestataire logistique, transporteur, on parlait de logiciels, éditeurs de logiciels, de faire en sorte que le client sorte de ce tunnel, reçoive sa commande, la prenne en main, on parle de prise en main, ou soit informé, parce que c'est un peu le syndrome SNCF, on acceptera beaucoup plus volontiers un problème si on a une information. Donc vous avez des flux physiques qui doivent aller de plus en plus vite, autant sur la livraison que sur la préparation de commande, parce qu'on n'insiste pas assez sur ce point. La promesse, c'est d'abord de recevoir ce qu'on a commandé, avant de le recevoir vite. Ouais. Et ensuite de le recevoir dans les temps, en tout cas sur un délai convenu, avec une prise en main de plus en plus précise. Fini les avis de passage, fini les délais à répétition, fini les colis même abîmés. On veut un colis tel qu'on l'a commandé, sinon on ira vers un magasin. Et c'est là, c'est là la clé de la réussite. Beaucoup d'informations, les SMS, les notifications, des flux physiques de plus en plus rapides, mais ordonnancés, calculés, prévus, et je dirais prévus et comment dire ça, d'un commun accord avec le client, parce qu'il y a certains clients qui veulent être livrés en 2-3 jours, mais samedi matin entre 8h et 9h. Ouais. Et tout ça, c'est une forme de complexité que le client doit accepter comme une promesse, comme une promesse qui accompagne le produit, et non pas comme une complexité comme on la vit nous au jour le jour. Sur ces enjeux de communication, Grégoire, comment vous faites quand ça ne marche pas? Il y a un truc qui bloque. Eh ben, on prévient notre client. Ouais. Et ça, c'est facile à dire. Parce qu'avant de le prévenir, il faut savoir exactement ce qu'on va lui dire. C'est ça. Et pour savoir ce qu'on va lui dire, il faut savoir où a été le problème chez nous et comment on va traiter ce problème pour être sûr que la deuxième fois, on va lui dire que sa commande sera livrée et pas se tromper du tout. Donc là, ce sujet-là est très important. Il y a plein d'outils. Je dirais que dans la période d'incertitude du moment, en ce moment, ça devient encore plus compliqué. Et on peut dire à un client, je ne sais pas? Non. Alors, il vaut mieux dire, écoutez, je reviens vers vous le plus vite possible pour vous donner l'information, plutôt que de dire un mensonge et de faire en sorte que la deuxième fois, le client soit encore insatisfait. D'accord. En revanche, en ce moment, dans cette période d'incertitude et qui est quand même extrêmement importante, il n'y a quand même rien de mieux que de se mettre autour d'une table entre les personnes sachantes d'une entreprise pour se rendre compte de ce qui se passe
essayer d'évaluer la situation, voir comment on peut faire, et ensuite regarder dans nos outils comment ça fonctionne. Mais en ce moment, en fait, il n'y a plus de prévision de rien. C'est très, très compliqué. Et donc, la nature humaine et le cerveau humain, comme vous l'expliquez tout à l'heure, fera encore et toujours la différence, je pense. Ouais, Franck. Pardon, je précisais parce que la question était pertinente. Sur l'e-commerce, c'est impensable. Je ne sais pas n'existe pas dans les algorithmes. Hein. C'est Ouais. je sais et je vous informe. S'il y a un problème, je l'expose. Enfin, quel problème? Un retard, une mauvaise adresse, on n'est pas dans des choses trop compliquées non plus. Hein. Mais non, c'est impossible. En e-commerce, c'est insupportable et ça ne sera jamais accepté par les clients. Richard, on a beaucoup dit, allez, pendant la crise, c'est bon, on va tout relocaliser en France. Évidemment, on se rend compte, on le disait un peu tout à l'heure, que ça va être plus compliqué que ça. Quand même, est-ce que vous voyez des choses qui bougent sur les chaînes d'appro et des tentatives, en tout cas, de régler certaines... Je vois des DG de groupes de distribution qui disent je demande à mes acheteurs d'acheter européen, français. Puis après, quand je discute avec les acheteurs, Le problème, c'est le sourcing après, non? ils disent on a besoin de gens pour nous aider parce que des fournisseurs, éventuellement, il y en a, mais alors, on ne s'entend pas forcément sur les prix, le niveau n'est pas forcément le même. Bon, voilà, il y a un énorme travail à faire dans plusieurs dimensions. On peut avoir des fournisseurs, on n'a pas forcément le bon fournisseur avec le niveau de maturité qu'il faut. Grégoire, vous... Non, ça va être long en fait. Ce que vous dites, c'est qu'on ne va pas switcher complètement de modèle d'un jour à l'autre. Donc ça va être long. Il faut choisir les fournisseurs pour lesquels vraiment on veut changer un tout petit peu notre vision des choses. Mais au fur et à mesure, on arrivera peut-être à changer un peu le modèle. Mais on est quand même dans une démarche aujourd'hui où quand on achète en Asie, pour des raisons économiques et autres, mais économiques aussi. Et ça reste quand même pour une entreprise un sujet qu'il faut qu'on adresse, quoi. Franck. Moi, je pense qu'il y a toujours des points positifs et des points regrettables dans toute crise. Et aujourd'hui, je note, moi, une concentration des approvisionnements autour de l'Europe, du Maghreb et de la Turquie. Le Portugal, on ne parlait plus de Portugal depuis 10 ans. C'est vrai. Mm-hmm. On ne parlait plus de la Turquie depuis 15 ans. On se rapproche. Le Made in France, c'est compliqué, tout simplement parce que c'est cher, mais il n'y a pas non plus tous les savoir-faire, parce qu'on les a fait fuir à un moment. Mais moi, je sens que ça se rapproche. Alors, tout ça ne résout pas quand même l'autre gros aspect qui est revenu, je trouve, vraiment en force pendant cette crise, c'est l'aspect RSE. Parce que même si, effectivement, le Maghreb ou la Turquie, c'est plus près, il reste quand même tous ces enjeux RSE. J'imagine, Grégoire, que vos clients aussi ont des attentes par rapport à ça. Ils ont de plus en plus d'attentes. Et ça tire un petit peu tout le monde vers le haut. Chez Manutan, par exemple, à cause de ces attentes qui étaient grandissantes, on a investi dans la technologie là-dessus. Des choses qui peuvent paraître un peu basiques, mais aujourd'hui, on est capable, chez Manutan, d'adapter le carton d'emballage au produit à l'intérieur. Ouais. En adaptant le carton d'emballage au produit qui est à l'intérieur, on a un truc sur mesure où il n'y a pas de vide. Sur mesure, où il n'y a pas de vide, il n'y a pas de plastique à l'intérieur. Résultat, on est capable ensuite de mettre plus de carton, de colis dans un camion. On a donc moins de camions sur la route et c'est extrêmement vertueux. Et quand notre client, in fine, va ouvrir son carton, son colis, son expérience est bien meilleure que ce qu'on avait su faire avant. Et ça, c'est un peu de techno au service d'une expérience client bien meilleure et finalement d'une politique RSE plus en place, quoi. Richard, la techno au service de la RSE, c'est possible? Oui, parmi d'autres, mais c'est pas la techno que je citerai en premier. Je parlerai plutôt de faire évoluer la culture. Et une en particulier, je discutais il n'y a pas très longtemps exactement de ce sujet-là, l'ancien directeur supply chain de Michelin. Ouais. Il en connaissait un rayon, il était DSI, puis directeur supply chain. Maintenant, il est parti vers de nouvelles aventures. Et il me disait, bonne chance à celui qui prend ma place pour faire mieux aux bornes de l'entreprise. Il me disait, tout ce qu'on peut faire en interne, il me disait, voilà, on a quasiment tout fait, quoi. Maintenant, il faut raisonner sur plusieurs maillons de la chaîne. Là, on va pouvoir faire des choses. Et là, il y a de la techno, mais il y a beaucoup plus que ça. Et le fait de, vous disiez tout à l'heure, Franck, de rapprocher les centres, les entrepôts des centres-villes, ça contribue à ça, parce que ça veut dire un peu moins de transport aussi, en tout cas sur certaines portions de la supply chain. En tout cas, oui. Alors, chez BTIMO, les projets en cours concernent notamment la construction d'entrepôts proches des centres-villes, qui reposent non pas sur des constructions nouvelles, mais sur la transformation de structures existantes. Par exemple ? Comme des stades de football, par exemple, qui sont mal entretenus, mal gérés. Il faut savoir qu'un stade de football dans une municipalité, il est utilisé entre 8 et 10% de son temps. Mais vous n'allez pas mettre des camions sur la pelouse ? Eh bien non. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va
remettre en état le stade de football Ouais. en prenant le terrain. C'est 7500 mètres carrés aujourd'hui mal utilisé. Et on va utiliser, en contrepartie d'une remise en état avec du gazon synthétique, creusé en sous-sol, 3 étages qui vont permettre d'installer notamment des véhicules propres pour de la livraison de proximité, mais aussi des entrepôts de préparation du quick commerce par exemple, et toutes les formes de nouvelles technologies qui pourront s'adapter à la livraison en centre-ville, notamment tous les véhicules électriques qui ont besoin de bornes de recharge et autres. Et donc on va réaménager les sous-sols sous les stades, C'est en marrant. contrepartie d'une réhabilitation du stade à neuf. Donc la municipalité retrouve quelque chose, un gain immédiat. Et en plus de ce gain immédiat sur la partie sportive, évidemment, une zone d'emploi nouvelle et une circulation qui sera facilitée, organisée autour d'une construction neuve, donc qui bénéficiera des dernières technologies, notamment immobilières et construction. Et donc ça, c'est un projet aujourd'hui de Castignac, l'émanation de BTIMO et Brookfield, qui prévoit... Groupe canadien, c'est ça. Groupe canadien, oui, pour Brookfield et groupe français pour BTIMO, et qui prévoit justement donc la réhabilitation des stades en utilisant les sous-sols sur 2 ou 3 niveaux, 7500 mètres carrés à chaque fois, pour la livraison dite urbaine, dans le cadre d'une logistique urbaine organisée, sans aller détruire une forêt, sans aller, je dirais, désorganiser une ville. On utilise une surface existante, on la remet en état et on profite du sous-sol. Et vous avez des retours positifs des municipalités là-dessus? Alors oui, déjà par rapport au caractère innovant. Ouais. Après, il faut les sensibiliser sur l'ensemble du programme. Mais oui, ça commence. Je ne peux pas trop en parler, mais il y a quelques projets qui sont en cours, oui. Bon. Intéressant en tout cas. Vous parliez d'emploi, c'est vrai que c'est l'autre sujet du moment. Là, on a du mal à recruter partout, j'ai l'impression. Dans le secteur de la supply chain, Grégoire, c'est la même chose? C'est la même chose. Je pense que le métier est vraiment sous tension. À peu près à tous les niveaux de la chaîne, il nous manque du monde. Et donc c'est un vrai sujet. Et tout à l'heure, vous l'évoquiez, mais le boom du e-commerce fait augmenter nos volumes. L'activité est d'autant plus importante. Et donc on doit trouver des solutions parfois un peu innovantes. On parlait tout à l'heure de technologie. Il y a aussi des robots qui parfois nous permettent aussi de travailler avec ce type d'engin qui nous permettent de passer plus de volume qu'avant. Et donc oui, il y a des solutions qui existent, mais au final, on se retourne et il manque du monde un peu partout dans tous les départements de l'entreprise. Oui, on va déconstruire un mythe, mais les robots ne détruisent pas forcément des emplois. Écoutez, je ne crois pas. Mais il faut être vigilant parce que c'est effectivement des sujets qui sont très importants dans une entreprise. On a eu, nous, 2 gros projets, un en particulier au siège du groupe où on a mis une technologie un peu innovante avec plein de robots. Au départ, on était quand même un peu frileux. On se demandait ce qui allait se passer. En plus, on a installé ces robots sur un endroit où il y avait avant un espace pour faire des barbecues pour l'entreprise. Donc, si vous voulez, il y avait robots versus En termes de symbolique, c'est pas... Voilà, donc on a été vigilants, on a essayé de trouver des façons de faire, on a écouté un peu ce qui se faisait et en fait, on a impliqué toutes nos équipes pour concevoir les postes de travail. Il y a des robots, mais les équipes ont été, dès le début, mis à l'origine de la conception des postes de travail et au final, ça se passe pas mal. Et on a plutôt aidé nos équipes à travailler avec un peu plus de moyens qu'inversement. Et puis on est en croissance, donc c'est ça aussi qui fait la différence, je pense. Richard Viot-Koster, elle sera comment la supply chain du futur? Waouh. On vous laisse. Non, il y a une chose, je pense, qui est importante à dire. Aujourd'hui, on est quand même sur des supply chains qui sont extrêmement linéaires. J'extrais un bout, je transforme, je distribue, etc. Et à la fin, le produit est détruit, et puis basta. C'est linéaire, c'est encore assez simple, ça va de la gauche vers la droite. La supply chain de demain, elle va avoir une part de circularité. Peut-être est-ce que la réponse dans le problème d'appro, c'est aussi peut-être d'utiliser différemment les produits et chercher à les réinjecter. Ça commence à arriver. Il y a un certain nombre d'enseignes qui se positionnent sur ces sujets-là. Je pense à Decathlon ou Seb, industriel. Oui, c'est vrai. Et donc, ces chaînes vont être moins linéaires et elles vont être aussi certainement plus complexes. Encore une fois, pour que ça paraisse simple pour le consommateur, il faut que la complexité aille quelque part. Et enfin, c'est plus complexe de faire simple. Donc, il va falloir que les supply chains soient certainement plus en réseau aussi pour fournir 600 000 articles. Je ne vais pas mettre les 600 000 sur mon entrepôt parce qu'il serait beaucoup trop grand et ce ne serait pas efficace. Donc, je vais plutôt chercher à travailler avec d'autres acteurs. On va mettre nos stocks en réseau, etc. Donc, finalement, on peut se dire la supply chain aujourd'hui, elle est en une dimension. Demain, elle sera peut-être très certainement sur 2, voire sur 3, donc avec plus de complexité et qui va amener, ça va amener des besoins de techno. Franck, vous êtes d'accord avec ça? Alors oui, mais on ne parle pas d'entrepôt là dans votre approche. Chez Castignac, qui est
la réunion de deux partenaires, donc BTIMO, si on l'a expliqué tout à l'heure, et Brookfield, ont investi ensemble 1 milliard pour, notamment sur la partie supply chain, bien entendu, sur l'entrepôt ou les entrepôts du futur. Il va y avoir plusieurs configurations. Des entrepôts de type XXL, avec des centaines de milliers de mètres carrés pour les géants, et peut-être aussi d'autres qui pourront découper ces entrepôts immenses, et des entrepôts XXS, si je peux me permettre, proches des centres-villes, où on va avoir une proximité, où on va rapprocher les stocks des consommateurs, notamment pour avoir des délais de livraison plus courts. Et à l'intérieur de ces entrepôts, il y aura plusieurs priorités. On parle beaucoup d'environnement, il faut aussi qu'on parle de l'humain. Et c'est vrai que le point est important. C'est vrai qu'il y aura des robots. De plus en plus, parce qu'on ne peut pas préparer 50 000 commandes en une journée parmi 1 million d'articles. Ça n'a pas de sens. Aucune personne ne peut faire ce travail. C'est une aiguille dans une botte de foin. Seuls les robots peuvent aujourd'hui préparer une commande sur ces niveaux-là. La deuxième chose, on parle beaucoup d'environnement et de RSE. Moi, dans le RSE, je mets beaucoup le social, donc c'est pour ça. Et je pense qu'il y a des emplois, parce qu'il faut voir que dans nos métiers, il y a 95% de manutentionnaires. Il n'y a pas beaucoup de cadres en proportion. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le terrain avec des salaires modestes et des conditions de travail qui sont parfois souvent répétitives. Je pense qu'on va aller vers un accroissement de la qualité du travail, c'est-à-dire mettre les bonnes personnes au bon endroit, les remplacer quand c'est possible par d'automatisation, de la semi-automatisation, voire de la robotique. Et enfin, avoir une constance sur la partie environnementale. C'est-à-dire que tout ce qui se fait, et le e-commerce en particulier, qui était sous le feu des projecteurs, des problèmes environnementaux, transport, emballage, véhicules thermiques, on ne peut pas être plus au fait, va se transformer pour apporter à l'ensemble de cet écosystème une amélioration dans les conditions de travail, dans les conditions environnementales. Je rappelle que l'environnement, c'est aussi les personnes. Quand on empêche des véhicules thermiques de rentrer en ville, c'est pas seulement pour sauver la planète, c'est aussi une question de santé pour les gens qui y habitent. Et donc tout ça dans cet écosystème va se construire autour de ces deux données. L'humain d'un côté et l'environnement de l'autre. Merci beaucoup Franck Journeau, délégué à la stratégie e-commerce et logistique urbaine de BTIMO, Richard Viot-Koster, CEO et cofondateur de S-Next, et Grégoire Coudrine, directeur supply chain du groupe Manutan. Évidemment, on se retrouve le mois prochain pour un nouveau numéro de Smart at Work.